Alors, on voulait vous présenter un sujet qui n'est pas si rare que ça. On voit souvent des patients qui reviennent quelques mois après une fracture du poignet et ils se plaignent systématiquement d'une douleur qui n'est pas du côté du radius. Et alors l'idée n'est pas de faire un truc hyper spécialisé avec la dernière technique arthroscopique, mais d'avoir une vision un peu globale, comment on va prendre en charge ces patients, de la consultation où ils viennent d'arriver jusqu'au moment où on rentre en salle opératoire pour fixer l'indication chirurgicale. Donc on vous propose rapidement deux cas cliniques. La première, une femme de 75 ans, elle revient à 3 mois, elle a des douleurs ulnaires qui sont plutôt mécaniques, c'est-à-dire quand elle bouge. Et donc, question par un champion, qu'est-ce que vous faites? Alors, je ne suis pas très bon, je vais faire appel à la salle. Donc, vote du public. Qui c'est qui dit, bon, on enlève la plaque, ça va aller bien? Personne. Oh, elle est mal mise, cette plaque, le chirurgien initial a mal bossé. Qui c'est qui lève la main? Peut-être une main qui se lève. C'est une algo, on s'en fout. Personne. La réponse D. Il y en a qui connaissent Kadel Malé. Deuxième cas, une femme de 74 ans, elle a une plaque de poignet aussi depuis 3 mois, elle revient, cette fois-ci les douleurs sont plutôt inflammatoires. Et toujours question pour un champion, et puis je suis toujours pas très bon, donc on va faire le vote du public. Qui c'est qui dit oh, on enlève la plaque, ça ira très bien? Je vous rappelle qu'elle a mal en ulnaire. Quelqu'un va dire bah, t'as raté la fracture de l'ulna, vous n'avez pas vu, il y a une fracture de la styloïde ulnaire. Ça c'est la réponse B. C, elle a de l'arthrose, on s'en fiche. Et la réponse D. Et bah, là a priori tout le monde sèche, donc on va peut-être faire appel, on va faire l'appel à un ami, donc aux experts, et on va essayer de répondre un petit peu à cette problématique. Alors déjà c'est un problème qui est assez fréquent. Alors, mais quand on regarde dans la littérature, des statistiques, il n'y en a pas. Le seul article que j'ai retrouvé, c'est de 93, et c'est que sur des traitements orthopédiques. Mais vous avez quand même 40 patients sur 109 qui reviennent pour des douleurs ulnaires. Sur un article plus récent, qu'est-ce qui fait mal en ulnaire, enfin, qu'est-ce qui fait mal post-fracture du poignet de façon globale? Donc, cette fois-ci, on est sur un article de 2008. Ce sont les calvicieux du radius qui vont entraîner un conflit ulnocarpien. Ce sont les douleurs du ligament triangulaire qui sont passées inaperçues. Ce sont des lésions cartilagineuses ou des ligaments intrinsèques également passés inaperçus, ou la non-consolidation de la styloïde ulnaire. On rappelle que le pronostic, en fait, toujours du côté ulnaire. Lorsque vous avez une fracture, ce n'est pas juste la fracture du radius, il y a un trait d'énergie qui traverse le poignet. Donc vous avez le radius et vous avez probablement quelque chose de l'autre côté. Et en plus de ça, si votre radius est mal réduit, vous allez avoir une modification de la congruence de la radio ulnaire distale, puisque votre articulation n'est plus dans l'axe, et l'ulna devenant trop long, ou le radius trop court, vous avez un conflit avec le carpe qui est en dessous. On vous rappelle également que l'ulna est légèrement plus court que le radius de façon normale, donc on parle d'index négatif, et si votre radius est très déplacé, vous allez avoir un index qui va se positiver avec une augmentation des contraintes en regard de cette zone. Donc depuis longtemps, il y a beaucoup d'études qui sont sorties pour le coup sur le sujet. On a des angles qu'on peut tolérer, par exemple la variance ulnaire, on peut tolérer normalement jusqu'à plus de 2 mm, après on commence à avoir des soucis. Donc quand vous voyez votre patient en consultation, son motif numéro 1 de consultation, c'est toujours la douleur, soit inflammatoire, soit mécanique. On va pouvoir rechercher également des problèmes de mobilité. Et le troisième trick type qu'on retrouve toujours dans les fractures, enfin dans la traumatologie de la main et du poignet, c'est la force, mais généralement, ce n'est pas leur motif de consultation. De façon un peu spécifique sur certaines indications, vous aurez un claquement qui peut être douloureux. Et normalement, on nous a toujours appris il faut examiner le patient après faire des examens complémentaires, mais là, en fait, il a déjà une fracture, donc vous l'avez déjà vu, vous avez déjà des radios. Donc on peut tricher un peu et on peut prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'en regardant la radiographie, vous aurez déjà une idée de ce qu'il a avant même de l'examiner. Donc on va retrouver 3 grandes étiologies. On va avoir donc les calvicieux du radius avec cette arthrose de la radio ulnaire distale, les conflits ulnocarpiens. On va avoir les instabilités de la radio ulnaire distale parce que le ligament triangulaire a souffert pendant la fracture. Et puis le reste, tout ce qu'il peut y avoir autour. À l'examen clinique, j'ai pris les images de Florence Mallard et de Dominique Lenen pour ça. La radio ulnaire distale est très facile à palper, vous savez tous où elle est, il suffit juste d'appuyer dessus sur la face dorsale. Et vous pouvez également avoir le test de compression ulnaire, vous allez appuyer au bord latéral, au bord interne du poignet, et la mise en compression de cette articulation peut déclencher des douleurs. Le conflit, donc vous avez votre index qui est positif, fortement positif ou faiblement positif. Vous avez des douleurs qui sont soit mécaniques, soit inflammatoires, reproduites souvent sur des mouvements d'inclinaison ulnaire. Le patient se plaint de douleurs mécaniques lorsqu'il a le poignet en inclinaison ulnaire. Et vous pouvez avoir une diminution de la pronosupination.
Et vous pouvez le tester de façon dynamique avec le test de compression ulnaire. Vous mettez le poignet en hyperextension avec un mouvement de compression. Vous allez reproduire des mouvements de pronosupination qui vont déclencher la douleur. Donc ça a été décrit par Nakamura en 1997. Le ligament triangulaire, alors vous pouvez également le palper pour son faisceau dorsal, il est juste en aval de la tête de l'ulna, donc entre l'ulna et le triquetrum. Et son insertion fovéale, il faut aller la chercher en avant de la styloïde ulnaire. Donc elle est quand même beaucoup plus en avant, avec le signe de la sonnette fovéale. Il se teste également, donc là pour le coup, normalement ce qui va vous faire penser à ça, c'est que votre radio ulnaire sur la radio, elle vous paraît normale. Vous avez également des douleurs qui sont mécaniques ou inflammatoires. Vous pouvez avoir un claquement douloureux si vous avez une grosse instabilité. Et si vous avez un ulna qui est déjeté en arrière, donc avec une saillie de la tête dorsale, vous aurez déjà un premier signe dynamique qui est la touche de piano. Quand vous appuyez dessus, vous remettez l'ulna en place. Donc le signe fovéal, on l'a déjà vu tout à l'heure. Et vous avez également des tests dynamiques. Donc celui que tout le monde connaît, c'est le test de ballottement de la radio ulnaire distale. Vous bloquez le radius l'ulna, vous allez chercher à faire un tiroir antéro-postérieur. Et il faut le faire en pronation, en supination et en position neutre, parce que vous ne tendez pas le faisceau antérieur et le faisceau postérieur de la même façon en fonction du mouvement. Et vous avez également le Waiter test, où vous allez partir d'une hyperextension vers une hyperflexion, en passant en inclinaison ulnaire. Donc vous allez avoir un ressaut qui est douloureux si le test est positif. Donc vous commencez à avoir une idée, c'est peut-être un conflit, c'est peut-être une atteinte du ligament, et donc on va pouvoir passer aux examens complémentaires. Alors le premier des examens, bien sûr, ce sont les radios. Alors sur le côté atteint, elles ont déjà été faites en général, puisqu'on est après une fracture du radius, mais il ne faut pas hésiter à faire des clichés bilatérales et comparatifs, notamment pour avoir une idée de l'index radio-ulnaire distal de départ. L'arthroscanner est l'examen de choix pour étudier les lésions ligamentaires, notamment du TFCC, mais aussi les chondropathies, que ce soit sur la RUD, la radiocarpienne ou la médiocarpienne, qui vont fortement influencer la stratégie thérapeutique ultérieure. On retrouve notamment dans le conflit ulnocarpien des géodes sous-chondrales et des géodes avec une localisation particulière dans le lunatum. Et ça permet aussi de voir la variance ulnaire en plus de la radiographie. L'échographie a un intérêt car c'est un examen dynamique pour certaines étiologies particulières, quand on suspecte une pathologie de l'extenseur carpi ulnaris par exemple. Et l'IRM va permettre de retrouver un œdème intraosseux du lunatum dans les conflits ulnocarpiens, d'évaluer les tissus périphériques, mais sa sensibilité, sa spécificité est moins bonne pour l'étude ligamentaire. Alors, du coup, on va parler des pathologies. Donc, en premier, on va parler du conflit ulnocarpien. Donc, comme l'a dit Florane, en premier, on fait des radiographies, face profil, en général bilatéral pour pouvoir comparer au niveau de l'index radio-ulnaire. Ça nous permet de voir aussi s'il y a des signes d'arthrose radio-ulnaire distale. On peut faire ensuite un arthroscanner ou un IRM pour voir les signes de conflit, la géode au niveau du lunatum, si la variance elle est positive, s'il y a de l'œdème osseux. Ensuite, on commence en général quand même par une prise en charge médicale, infiltration, attelle de repos, et on peut faire de la rééducation plutôt proprioceptive. Et ensuite, si ça ne marche pas, on part sur une prise en charge chirurgicale. La prise en charge chirurgicale donc, se décide en fonction de l'état. Donc l'index radio-ulnaire, en général, il est quand même plutôt positif ou neutre, mais en tout cas, ça gêne à ce niveau-là. Et en fonction de l'état de la radio-ulnaire distale. Et donc, il y a plusieurs techniques qui peuvent être envisagées. Alors, on va commencer par parler de l'ostéotomie accroississante de l'ulna. Donc, c'est une ostéotomie diaphysaire. En général, on fait un trait d'ostéotomie oblique pour favoriser le contact, pour favoriser la consolidation derrière.
Comme on a vu ce matin, il y a plusieurs guides de couple qui existent pour mettre également aussi de la compression au niveau du foyer d'ostéotomie. Il y a une étude récente qui est sortie en 2024 là, qui montrait quand même 96% de consolidation à 3 mois après les ostéotomies raccourcissantes de l'ulna diaphysaire et 87% de satisfaction des patients. Donc un petit cas clinique, j'ai une patiente de 12 ans qui avait une fracture Salter 2 en 2021 qui avait été traitée orthopédiquement, suivie à 3 mois, il n'y avait pas eu de soucis. Et puis elle revient 3 ans plus tard, elle a une gêne esthétique, elle est douloureuse. On peut voir qu'elle a un index fortement positif. Donc là, c'était une bonne indication pour faire une ostéotomie raccourcissante au niveau de son ulna. Ensuite, l'autre technique qui existe, c'est l'ostéotomie de Comté, qui consiste à faire un raccourcissement métaphysaire distal de l'ulna. Donc ça a été développé pour chercher à éviter certaines complications des ostéotomies diaphysaires, parce que l'os métaphysaire est plus vascularisé que l'os diaphysaire, donc on soupçonnait qu'il y aurait moins de retard de consolidation avec ce type d'ostéotomie, et notamment pour l'irritation aussi au niveau du matériel, parce que ça permet de mettre du matériel plus petit, moins encombrant. Dans les séries historiques, ça a montré qu'il y avait une amélioration significative de la douleur, une récupération fonctionnelle satisfaisante, une diminution de la variance ulnaire et un taux élevé de consolidation avec ce type d'ostéotomie. Après, il y a la Waffer procédure, donc, qui consiste à faire une résection partielle de l'extrémité distale de l'ulna, qui est réalisée à travers une perforation centrale du TFCC pour décomprimer le compartiment ulnocarpien. Donc, ça se fait sous arthroscopie. Donc en gros, on agrandit un petit peu le trou au niveau du TFCC, on utilise une fraise et on fait des petits mouvements de pronosupination pour faire vraiment une résection homogène sur toute la partie distale de l'ulna. On peut voir sur la vidéo. Et on tourne au fur et à mesure pour bien tout réséquer. Je n'ai pas la suite de la vidéo. Alors, sur une série publiée en 2025, ayant suivi des patients opérés entre 2013 et 2024 avec ce type de procédure, ça a montré aussi une amélioration significative de la douleur, des scores d'H, de la récupération satisfaisante de la mobilité et un faible taux de complications. La contrainte, c'est que par contre, voilà, ce type de procédure, ça se fait en général si la variance ulnaire est inférieure quand même à 3 mm et s'il n'y a pas d'instabilité de la radio ulnaire distale. Ensuite, quand il commence à y avoir de l'arthrose au niveau de la radio ulnaire distale, on envisage plutôt d'autres types de chirurgie avec le DARAC, qui consiste là à faire la résection de la tête de l'ulna. Une étude en 2012 montrait un soulagement durable de la douleur, une excellente mobilité, une satisfaction élevée et peu de symptômes malgré la présence radiologique fréquente d'une convergence radio-ulnaire. En général, la coupe se fait juste au-dessus de la radio ulnaire distale. Là, sur l'image, par exemple, c'est un peu court. Les complications principales, c'était la faiblesse de préhension, l'instabilité du moignon ulnaire, les douleurs résiduelles et la convergence radio-ulnaire. Et l'autre technique aussi qui peut s'envisager, c'est le Sauvé-Capandji. Donc, c'est une arthrodèse de la radio ulnaire distale et résection de l'ulna proximale à l'arthrodèse. Donc, il y a une revue qui a été publiée en 2024 qui comparait les deux techniques et qui montrait que les deux procédures procuraient un soulagement significatif de la douleur. Il y avait un gain fonctionnel globalement comparable, pas de supériorité nette du Sauvé-Capandji, plus de complications et de reprises chirurgicales, par contre, après ce type de chirurgie. Et les complications principales, c'était l'instabilité du moignon ulnaire proximal et la non-consolidation de l'arthrodèse, et pareil, la convergence radio-ulnaire. Alors, pour les lésions du TFCC, donc, on avait mis son son donc là, ça vous montre une instabilité de la RUD qui avait été testée en paire opératoire avant une chirurgie sous arthroscopie. D'un point de vue anatomique, il est très important de savoir où exactement est la lésion, puisque la prise en charge sera différente, notamment si c'est une lésion centrale ou périphérique, ou encore une lésion fovéale. Et dans tout ça, pour vous donner vraiment un message qui est très important, c'est de bien connaître la classification de Hadzey, qui a été décrite en 2010, qui a un intérêt parce qu'elle est à la fois pronostique et puis surtout elle va nous guider sur la prise en charge thérapeutique. Dans cette classification, on va d'abord tester l'instabilité radio-ulnaire distale et ensuite, alors sous arthroscopie, même si parfois les radiologues peuvent nous répondre sur certains clichés, ils nous font la classification, mais normalement c'est vraiment sous arthroscopie. On regarde
le faisceau périphérique avec le test du trampoline, et on va regarder aussi le hook sign pour voir si on a une désinsertion fovéale sous arthroscopie. Et du coup, la technique de réparation sera vraiment différente en fonction du siège de la lésion. Et dans les stades 4, on est dans un ligament qui n'est plus réparable sous arthroscopie, et pour lesquels il faudra envisager des techniques à ciel ouvert éventuellement. Et dans le stade 5, avec l'arthrose et les techniques que Clara nous a déjà présentées juste avant. La prise en charge médicale a bien sûr toute sa place dans une partie des lésions du TFCC, notamment la rééducation proprioceptive, surtout dans les lésions périphériques. Dans la prise en charge chirurgicale, donc, comme je vous le disais, le testing sous arthrose, c'est vraiment une étape très importante de la chirurgie. Et selon les lésions, pour les lésions centrales, on peut envisager un débridement, faire une suture périphérique ou les réinsertions fovéales. Là, on ne va pas forcément rentrer dans les détails techniques parce que ça mériterait une mise au point à part. Mais je vous montre quand même quelques vidéos de réparation de sutures périphériques, là en technique all inside. Et là, c'est juste une photo de la technique de Christophe Matoul. Les lésions de la fovea participent vraiment beaucoup à la stabilité de la radio ulnaire distale. Et les indications, donc quand on a une lésion fovéale, c'est pour nous, donc il y a une indication à la réparer, et on aime bien désormais la technique qu'on a présentée ce matin avec le viseur et la réinsertion sur encre. Et donc pour revenir ensuite à ce qui se passe autour, donc au niveau des parties molles, l'une des douleurs qu'on voit le plus régulièrement, ce sont des douleurs sur la radio ulnaire, enfin sur l'extension ulnaire du carpe, qui est un des stabilisateurs dynamiques de la tête de l'ulna. Donc là vous avez des douleurs assez typiques de tendinite, avec une douleur le long du trajet, douleur inflammatoire, et l'extension contre résistance est douloureuse. Et en cas d'instabilité du tendon, vous pouvez avoir un claquement qui peut être reproduit lors des mouvements, alors soit en pronation ou soit en inclinaison ulnaire, ça dépend un peu des tableaux. Là vous voyez le tendon qui saute dessus. Si vous avez une tendinite, comme vous voyez sur l'échographie ici, avec ce panneau synovial tout noir autour du tendon, c'est le traitement classique de n'importe quelle tendinite, donc c'est du repos, anti-inflammatoire, kiné et orthèse nocturne en extension du poignet pour tout détendre. En cas de rupture du 6e compartiment et donc d'instabilité du tendon, il faut toujours tenter le traitement orthopédique qui peut être largement suffisant, et si le patient reste toujours gêné, vous pouvez le stabiliser. Alors, personnellement, ce que je fais, c'est la technique qu'on fait dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est de prendre le rétinaculum, de passer le tendon par-dessus et de le refixer donc avec la technique de Spider-Kaplan. En avant, vous pouvez également avoir des douleurs, mais alors la tendinite du FCU est beaucoup moins fréquente et surtout beaucoup plus distale. C'est plutôt une anthésite parce que vous n'avez pas de gaine synoviale autour du fléchisseur. Vous pouvez toujours le voir de toute façon avec une écho ou une IRM, mais c'est rarement leur problème. Vous pouvez avoir quelques irritations du nerf ulnaire au canal de Guyon suite à une immobilisation, à de l'œdème qui n'arrive pas à passer. Généralement, ça va se régler avec du traitement orthopédique et du repos, des anti-inflammatoires. Vous pouvez également avoir des lésions d'un extrinsèque. Alors ça, c'est le piège, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire le diagnostic. Ça se voit très rarement à l'IRM, très rarement en arthro-scanner, et généralement, ça se répare tout seul avec le temps. Il ne faut pas forcément s'en occuper, mais c'est des patients qui vont rester douloureux pendant 6 mois, et vous ne comprenez pas pourquoi, mais ils finissent par aller bien tout seuls. Et puis vous avez des cas un peu spéciaux. Vous pouvez avoir des conflits ulnaires atypiques avec ici quelques images de styloïdes ulnaires surnuméraires ou des calcifications ou des méga-apophyses styloïdiennes qui peuvent être gênantes et qui parfois peuvent être amenées à les réséquer chirurgicalement.
un peu plus distales, vous pouvez avoir des fractures dorsales du triquetrum qui passent inaperçues et qui ne veulent pas cicatriser et qui parfois peuvent être associées à des atteintes du TFCC sous-jacentes. Donc il faut penser que lorsque vous avez cette fracture dorsale du triquetrum, il y a peut-être une atteinte au-dessus, au niveau du ligament triangulaire. Alors, quid de la styloïde ulnaire, on en a parlé au début en disant que c'était une cause de douleur, mais si on regarde plusieurs articles, donc là c'est une méta-analyse qui reprend les 6 études qui ont été faites en regardant les patients consolidés et non consolidés, il n'y a strictement aucune différence sur les douleurs. La styloïde, je pense qu'il faut considérer soit une vraie fracture de la base assez large qui va être un simple problème du ligament, qui va être un problème du ligament triangulaire, donc on revient à la réparation du TFCC, et les fractures de corps ou de la pointe de la styloïde, en fait c'est une atteinte plutôt d'un ligament extrinsèque qui s'insère dessus et qui censément va cicatriser tout seul et ira bien derrière. Et puis après, vous avez l'histoire de chasse, vous pouvez avoir de la chondrocalcinose qui peut faire mal, mais généralement de façon un peu plus globale. Conflit sur matériel avec une vis un peu mal placée qui finit au ras de la radio ulnaire distale. Et puis vous pouvez également avoir des lésions du nerf ulnaire, en particulier de la branche sensitive dorsale, si jamais vous avez absolument tenu à mettre une broche pour bloquer la styloïde. Et donc en conclusion, ce qu'on vous propose, c'est de faire un petit peu un arbre décisionnel en partant de la radiographie et de cet index radio-ulnaire, donc s'il est normal ou s'il est pathologique. Donc s'il est normal, vous allez regarder votre ligament triangulaire. Il est stable, il n'est pas stable. S'il est stable, ça va faire penser plutôt à une atteinte périphérique, donc peut-être un extenseur ulnaire. Et dans ces cas-là, si vraiment vous avez un doute, vous pouvez demander une échographie. Si votre ligament est instable, vous allez demander l'arthroscanner, qui est le meilleur examen pour voir une lésion de ce ligament. Et puis après, le prendre en charge ou le renvoyer vers un chirurgien spécialisé dans l'arthroscopie. Si votre index radio-ulnaire est augmenté, votre premier réflexe va être de regarder la radio ulnaire distale. Si elle est arthrosique, vous n'allez pas avoir beaucoup de solutions à ce niveau-là et il va falloir se diriger sur un geste pour la radio ulnaire distale, d'Arac. Et pour ceux qui veulent vraiment y tenir, sauver Capongé, j'ai du mal à le dire. Et si votre radio ulnaire distale est saine, vous allez regarder à ce moment-là quelle est la hauteur de votre variance radio-ulnaire, enfin de votre index radio-ulnaire. Jusqu'à 3 mm, on a vu qu'on peut faire il va faire procédure sous arthroscopie. Et au-delà, il va falloir se diriger vers les ostéotomies ulnaires. Et il nous reste un dernier sujet dont nous n'avons pas du tout parlé, mais qui pourrait demander des heures à elle seule, ça va être l'ostéotomie du radius. Qui de toute manière, voilà, donc l'idée c'est de corriger dans le radius et pas dans l'ulna, donc à voir sur les très gros cals vicieux du radius, mais avec absence d'arthrose en dessous ou sur la radio ulnaire distale, ou alors vous revenez en plus avec une voie ferre, enfin pas une voie ferre, une Indarac en plus. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Merci vraiment pour la qualité de cette présentation. Tu as bien fini parce que je me disais, quid ? Tu achètes une table chez Ikea, elle est un peu bancale, tu rabotes les 3 autres pieds pour pouvoir être où tu mets quelque chose sur la... Voilà. C'est à peu près ça. Mais bon, merci beaucoup. Des questions sur cette conférence très intéressante et qui nous enquiquine. Oui. Merci beaucoup, Damien. J'ai une petite question sur les mégastyloïdes. Justement, tu disais qu'on pouvait les resséquer. Et personnellement, après tu me diras, mais je fais des ostéotomies accourcissantes classiques sur les mégastyloïdes. Je ne sais pas si tu as une pratique autre ou d'autres propositions à faire. Alors moi, personnellement, j'en ai fait 2 et j'ai juste réséqué la zone en question. Je trouve ça plus simple que d'aller couper un ulna en espérant qu'il consolide derrière. C'est souvent des sujets jeunes qui sont encore en croissance ou qui ont eu la poussée de croissance. Des questions ? Lisa ? Je suis quand même étonnée que tu résèques des mégastyloïdes, mais par contre, tu ne mets pas Sauvé Capongé, alors que le Sauvé Capongé, clairement, en tout cas dans notre expérience, c'est quand même, ça sauve quand même beaucoup de situations douloureuses et fonctionnelles. Donc voilà, il faut arrêter de faire du bashing anti-Sauvé Capongé. J'ai probablement un biais, c'est-à-dire que personnellement, j'en ai jamais fait. Et toutes celles que j'ai vues, toutes celles que j'ai pu voir pendant mon internat, c'était que pour des reprises.
C'est parce que tu les as fait avec des jeunes chefs. Je n'irai surtout pas dire ça à mon patron. Non, je pense que sauver Kapanji, ça règle le problème pendant 2 ans. Et c'est gratifiant. Mais quand vous les revoyez à 10 ou 12 ans, surtout si vous l'avez fait chez des gens qui sont encore en vie, vous avez un accourcissement, un méga accourcissement de l'ulna, et vous avez des gens qui sont très gênés parce que ça fouette. Il ne faut quand même pas oublier que le cadre antébrachial, c'est une unité, et qu'il ne faut pas commencer à débricoler le cadre antébrachial au prétexte qu'il y a une fracture du radius qui a été maltraitée. Mais ce n'est pas un problème facile, parce que plus les gens vieillissent, plus ils accourcissent leur radius, même sans fracture. C'est le biais de l'ostéoporose, et c'est ça le problème. Cugino. Le plus difficile, c'est ça. C'est les non-fracturaires, non-post-fracturaires. Alors, je vais répondre à Fabrice d'abord pour chez Ikea. Parce que j'ai une femme qui a l'habitude de chez Ikea. Mais alors pourquoi j'essaie de couper les 3 autres parce qu'en fait, c'est souvent plus facile que de faire grandir le dernier pied. Mais ce serait logique de s'occuper du cal vicieux, bien sûr. Et alors, par contre, pour ce qui est du sauver Kapanji, comme on a eu la discussion ce matin, bon, vous n'étiez pas là, mais du coup, j'ai fait de la biblio en attendant. Parce qu'on m'a dit non, à 10 ans, ils sont très mauvais. Moi, j'en fais depuis 2000 et je me suis dit peut-être que effectivement, ils vont ailleurs, non? Parce que sinon, depuis 2000, je les aurais revus déjà. Et alors, en fait, il y a une étude, il y a un papier dans OTSR de 2024 fait par Chantelot qui montre qu'à 10 ans, 15 ans, ils ont des résultats. Ils disent qu'il faut éviter de les faire avant 50 ans, mais que sinon, même avec le petit rapprochement, tu as raison, qu'il y ait le conflit, enfin, quand ça vient comme ça, c'est pas gênant plus que ça. Et donc, je crois qu'il y a la place pour cette chirurgie-là. En tout cas, je m'engage ici à revoir mes cas de l'hôpital et de la clinique et voir ce que ça donne, et je vous les présenterai. Eh bien, banco. La difficulté, Roberto, c'est la reprise de l'échec d'un sauvé Kapanji. C'est la même chose qu'avec la trapézectomie. Lorsque la trapézectomie marche, c'est très très bien. Lorsque tu as un échec de trapézectomie, tu transpires et tu ne sais pas trop quoi leur faire. Mais la reprise d'un échec de sauvé Kapanji, alors déjà vous mettez un bémol moins de 50 ans. C'est vrai que moi j'en ai fait beaucoup à une époque chez des gens relativement jeunes, à l'époque où on mettait des broches et puis basta. Donc non, mais il faudrait sortir des placards du centre de la main les vieux sauvé Kapanji. Oui. D'autres questions sur la conférence? Mes jeunes. Monsieur Mathurin? Non? En tout cas, merci, parce que ça, c'est un vrai souci récurrent dans les consultations. Donc, c'était très bien de faire un point là-dessus. Vraiment, merci beaucoup.